Bonsoir a tous y buenas noches, Juan Gabriel Vázquez. Bienvenido a Paris. Et alors, Juan a réussi à vraiment braver une pandémie et toutes sortes d'obstacles pour être avec nous ce soir à la Maison de la Poésie. Donc, nous sommes évidemment ravis de l'accueillir. Alors, Juan Gabriel Vázquez, je vais vous le résumer en quelques mots, si c'est possible. Il voit le jour à Bogota en 1973. Après un diplôme de droit, il pose ses valises à Paris pour étudier la littérature à la Sorbonne. Il a aussi vécu en Belgique et en Espagne avant de rentrer dans sa Colombie natale. Romancier, essayiste, éditorialiste et nouvelliste, il a publié Les Dénonciateurs, Le bruit des choses qui tombent, Le corps des ruines ou Les Réputations. Son nouveau recueil de nouvelles, Chansons pour l'incendie aux éditions du Seuil, sort actuellement. Il y retrace 9 remises en question de 9 personnages très différents. Quel que soit leur pays ou leur vie, ils s'interrogent sur l'existence, le monde et eux-mêmes. Alors, pour vous donner un avant-goût de ce nouveau livre, Juan Gabriel Vázquez va vous en lire un extrait. Como tanta gente que vive en un lugar que no es el suyo, empezamos por intercambiar inconformidades. Yo le hablé de las razones por las que había venido a París, de los 2 años que llevaba viviendo en la ciudad, de las razones por las que ahora quería irme. Le dije por qué no quería regresar a Colombia y por qué la libertad de escoger dónde vivir no me parecía una bendición, sino la más terrible de las condenas. Él me dijo que había venido a París como hubiera podido ir a cualquier parte. Acababa de pasar 3 años en Rota, me explicó. Cuando lo interrumpí para preguntarle qué era Rota, sacó de su bolsillo un bolígrafo, dio la vuelta al individual de papel y dibujó un mapa de España, de una perfección insolente en el trazo de sus costas, en los recovecos de sus fronteras, incluso en la inclinación de la figura para respetar la rosa náutica. Y luego, terminado el ejercicio de cartografía, puso un dedo en un punto diminuto del sur, entre Cádiz y una cagada de mosca. Solo entonces, cuando comprendí que estaba ante uno de esos hombres que dibujan mapas perfectos casi sin levantar del papel la punta del bolígrafo, me di cuenta del planchado impecable de su chaqueta de tela, de su afeitado de neurótico, del corte riguroso de su pelo, el ángulo recto de sus patillas como pintado por el mismo bolígrafo que había dibujado el mapa. Era un militar. Luego, John Regis me contó su vida y al hacerlo simplemente llenó el recipiente vacío que yo me había construido sin querer. Hay personas que no ocultan nada, que llevan todo lo que son en su manera de hablar o de saludar o de encender un cigarrillo. Yo creí que John Regis era una de esas personas. No es difícil entender por qué me equivoqué tanto. Merci beaucoup et grâce à la traduction d'Isabelle Gugnon, cela donne en français. Comme beaucoup de personnes vivant seules en pays étrangers, nous avons commencé par parler de choses négatives. Je lui dis pourquoi j'étais venue à Paris, où j'étais installée depuis 2 ans, et les raisons pour lesquelles j'avais à présent envie d'en partir. Je lui expliquais pourquoi je ne voulais pas retourner en Colombie, en ajoutant que pouvoir choisir librement l'endroit où on vit ne semblait pas une bénédiction, mais au contraire, la plus terrible des condamnations. Il m'a répondu qu'il s'était établi dans cette ville comme il aurait pu le faire n'importe où ailleurs. Il venait de passer 3 ans à Rota et quand je l'ai interrompu pour savoir où c'était, il a sorti un stylo de sa poche, a retourné le set de table en papier et a dessiné une carte d'Espagne avec une perfection insolente. Dans le tracé de ses côtes, les méandres des frontières et jusque dans l'orientation qui respectait la rose des vents. Puis, après s'être livré à cet exercice de cartographie, il a posé un doigt sur un point minuscule au sud, entre Cadix et une chiure de mouche.
À cet instant, comprenant que j'avais affaire à un individu qui excellait à dessiner des cartes sans pratiquement jamais lever la pointe de son stylo du papier, j'ai prêté attention à sa veste en coton, impeccablement repassée, à son rasage plus que méticuleux, à sa coupe de cheveux stricte. L'angle droit de ses pattes avait l'air d'avoir été profilé avec le stylo qui avait servi à esquisser la carte. C'était un militaire, John Regis, m'a ensuite raconté sa vie et ce faisant, il a rempli le récipient vide que je m'étais préparé sans le vouloir. Certains hommes ne cachent rien. Ils révèlent tout ce qu'ils sont dans leur façon de parler, de saluer ou d'allumer une cigarette. Je pensais qu'il était de cela. Comprendre pourquoi je me suis lourdement trompée sur ce point n'est guère difficile. Alors bonsoir Juan Gabriel Vázquez et merci d'être avec nous. Vous écrivez qu'on a tous quelque chose à raconter. Qu'est-ce que vous pourriez nous raconter de votre enfance en Colombie et en quoi est-ce qu'elle a façonné l'homme et l'écrivain que vous êtes devenu? Merci. Bonsoir. Karen, et merci d'avoir cette conversation avec moi. Je voudrais d'abord saluer les mots d'Isabelle Guignon, la traduction fantastique d'Isabelle Guignon. Moi-même, j'ai gagné ma vie comme traducteur pendant quelques années et j'ai une admiration énorme pour les traducteurs comme Annie Morvan, qui a été l'éditrice de mes livres pendant quelques années, pendant plusieurs années en France, et qui a traduit Garcia Marquez, entre autres. Merci alors Isabelle pour ta version. Alors, mon enfance a été... Je me souviens très bien du moment où je crois que mon enfance est finie. C'était... j'avais 11 ans et un soir, il y avait quelque chose qui s'est passé à la maison. J'ai reçu la nouvelle, comme mes parents, que le ministre de la Justice, Rodrigo Lara Bonilla, venait d'être assassiné par, on allait savoir après, par Pablo Escobar. Je crois maintenant, avec la perspective des années, qu'à ce moment-là, une sorte d'enfance tranquille, dans laquelle rien de spécial ne s'est passé, dans un pays qui me semblait à moi un enfant plutôt protégé, un endroit où rien de particulier ne s'est passé. Pour changer, pour se transformer cet endroit en une sorte de guerre permanente qui nous accompagnerait pendant toute mon adolescence et mon arrivée à la vie adulte, liée, cette guerre, à la drogue, n'est-ce pas, à la décision de Pablo Escobar et le cartel de Medellín de mener une sorte de campagne terroriste d'une force et d'une violence inouïe pour mettre le gouvernement colombien sous la pression de ses objectifs. Et là, maintenant je le vois très clair, là il y a quelque chose qui a changé et qui m'a changé pour toujours. J'ai grandi avec cette violence imprévisible des bombes, des cartels de la drogue, et c'est quelque chose qui allait marquer un peu ma relation avec mon pays, bien sûr, aussi ma personnalité, je crois. Je me souviens toujours d'une phrase que je n'ai pas pu trouver nulle part de Napoléon, qui disait « Pour comprendre un homme, il faut comprendre le monde quand il avait 20 ans ». Et moi, j'avais 20 ans l'année où Pablo Escobar a été tué. C'était aussi l'année où j'ai décidé de quitter pas ma carrière comme jeune étudiant de droit, mais l'intention de devenir avocat pour essayer d'être romancier. Et alors, entre 1984, l'année où Rodrigo Lara Bonilla a été tué, et 1993, l'année où Pablo Escobar a été tué, j'ai vécu dans un pays marqué par cette violence imprévisible, marqué par
par les décisions qu'on prenait, les toutes petites décisions quotidiennes qu'on prenait pour essayer d'échapper à la possibilité de la violence. Et ça a beaucoup changé notre façon de vivre nos vies intimes. Et c'est quelque chose que j'ai essayé de capturer, notamment sur les bruits des choses qui tombent, mais aussi dans certaines des nouvelles qu'on va commenter. Bien sûr, on va en reparler parce que cette violence que vous évoquez, elle traverse véritable toute votre œuvre. Pour en revenir à l'écriture, elle est entrée très très tôt dans votre vie. Je pense que vous aviez à peine 8 ans quand vous avez publié votre première nouvelle. En quoi est-ce que vous diriez qu'elle s'est nourrie de la littérature et de la poésie ? Bon, je dirais que quand vous dites publier ma première nouvelle, ça veut dire dans l'annuaire de l'école, n'est-ce pas? Donc, pour garder les choses en proportion. Mais c'est vrai que pour moi, le fait de voir une de mes histoires que je commençais déjà à écrire, incluse dans un livre que tout le monde pouvait lire, ça m'a fait un effet important. J'avais grandi en lisant les mêmes livres que mes parents. J'appartiens, je crois, à probablement la dernière génération qui a grandi en lisant Jules Verne ou Alexandre Dumas ou Robert Louis Stevenson, les grands romans d'aventure. Et je n'avais pas encore commencé à lire dans ma langue, c'est-à-dire littérature écrite dans ma langue, ni en Colombie, ni dans la langue espagnole. Ça allait arriver très bientôt, mais quand j'avais 8 ans, je lisais le grand roman d'aventure du 19e, qui me plaît toujours. J'écoutais beaucoup de poésie. En Colombie, les gens récitent des poèmes avec une mémoire. C'est une tradition de faire de la poésie quelque chose d'important dans la vie de tous les jours. Et c'était comme ça chez moi. Mon père se souvenait des vers, des poèmes, comme ça dans la journée. Et ça aussi, ça fait partie de mon enfance, des poèmes, surtout de la poésie populaire colombienne, mais aussi des grands poètes comme León de Greiff en Colombie, et Gustavo Adolfo Bécquer, que je n'aime pas du tout, mais bon, ça faisait partie aussi des poèmes que j'entendais toujours. Alors, disons que j'ai grandi avec cette idée de la littérature comme une manière d'être dans le monde, d'interpréter le monde et aussi d'avoir de construire des relations de famille, d'amitié. Et bon, je crois que c'était important. Quand on vient d'un pays comme la Colombie, est-ce que l'écrivain est un observateur qui doit rester en marge du monde ou au contraire un témoin engagé, comme l'est par exemple la photographe qui ouvre ce recueil de nouvelles? C'est une bonne question. Oui, j'appartiens à une génération d'écrivains colombiens qui est né dans un monde en langue hispanique dans lequel le boom latino-américain était non classique. Nos classiques à nous, c'était des écrivains comme García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, et aussi ses parents littéraires à eux, Borges, Onetti, Juan Carlos Onetti, Juan Rulfo. Et c'était une génération dans laquelle l'idée d'engagement était très importante. Je crois qu'à un certain moment, les écrivains colombiens se sont un peu révoltés contre l'idée d'un engagement obligatoire, disons, ce que je partage. Mais à un moment, on est revenu à
à l'énorme révélation du rôle de l'écrivain dans un pays comme le mien, un pays en conflit, qui se raconte toujours des histoires pour essayer de se comprendre, et dans lequel la figure de l'écrivain a un certain poids dans la conversation publique. C'était comme ça avec García Márquez, comme c'est le cas au Pérou avec Vargas Llosa, etc. On a reçu aussi un peu la leçon que l'écrivain, le romancier, est un citoyen. Et comme citoyen, il a la possibilité d'intervenir dans la conversation publique et d'essayer de pousser un peu la conversation dans un certain sens et de défendre un certain modèle de société. Mais pas dans les romans. Ça, c'était très clair, c'est toujours clair. Les romans ne s'écrivent pas pour convaincre personne de rien. Et pour moi, cette division était très claire, toujours. On est d'un côté un écrivain de l'imagination, un romancier, un nouvelliste, et de l'autre, un journaliste. Moi, j'ai fait du journalisme pendant longtemps, un participant dans la conversation publique. Et pour moi, c'est essentiel de maintenir cette division. J'ai accepté volontiers même cette obligation de participer à la conversation, au débat, de donner mon opinion, d'essayer de convaincre les gens de ce que je pense que doit être la société, vers où bouger la société colombienne. Mais je crois en même temps que si le roman, si la fiction, les nouvelles aussi, a un privilège, c'est d'être l'endroit où rien n'essaye de nous convaincre, où la vraie richesse, c'est pas la certitude, mais au contraire le doute, où on essaye non pas de juger, comme on le fait dans la vie de tous les jours, comme le fait un journaliste qui écrit des éditoriaux, si seulement, qui essaye de porter jugement sur le monde. Un romancier ne fait pas ça. Le roman ne fait pas ça. Le roman n'essaye pas ni de condamner, ni de déclarer l'innocence des personnes. Un roman veut comprendre. Et c'est une différence qu'on essaye de faire, je crois, dans la littérature colombienne. Dans l'une des nouvelles, vous abordez la thématique du cinéma, mais qui pourrait aussi peut-être s'appliquer à la littérature, puisque vous écrivez « Tout peut être fictif ou pire, tout peut être vrai ». Quelle vérité est-ce que vous explorez à travers vos fictions et notamment à travers des nouvelles comme celle-ci? Je crois que les nouvelles sont des machines très bien douées pour suivre et capturer de toutes petites vérités de tous les jours, qui sont petites, qui sont faibles, qui sont éphémères, mais qui sont très importantes et peuvent très bien faire bousculer une vie. Ce sont les vérités, ce sont les petites émotions, les mouvements de notre sensibilité qui peuvent changer une vie, mais qui sont éphémères, presque invisibles. Alors c'est là que la nouvelle intervient pour capturer ces émotions, les mettre à jour et nous permettre de les comprendre. C'est la richesse de l'art de la nouvelle contre le roman qui a comme objectif tout un fresque, n'est-ce pas, d'une vie nationale ou de la vie intime, la vie psychologique d'un personnage, mais qui a affaire à des
des émotions beaucoup plus grandes que celles dont s'occupe la nouvelle. Je crois que aucun roman ne pourrait nous dire exactement cette petite vérité que La Dame au petit chien de Tchekhov nous offre, ou Le Sud de Jorge Luis Borges, une de mes nouvelles préférées, ou La Siesta del Martes de García Márquez, dont j'oublie le titre en français. La sieste du mardi, je ne sais pas. Ce sont des petites maisons où on essaye de dire quelque chose de très faible, que le roman, cette énorme machine, ne pourrait pas capturer. C'est pour moi la richesse du genre, c'est ce que j'essayais de faire en tout cas. Ce que vous faites aussi, et ça c'est que ce soit dans vos romans ou vos nouvelles, c'est toujours cet impact de la grande histoire dont vous nous parliez quand vous étiez enfant notamment, Oui. et de ces personnages réels qui vous ont bouleversé le pays et votre quotidien, au mélange de ces petites gens, ces Oui. petites gens de papier. Certains ont existé, d'autres non. Certains parmi ceux qui ont existé, comme Roman Polanski, apparaissent dans l'une des nouvelles. Comment vous faites pour vous emparer de ces êtres qui ont vraiment existé comme lui et de ce mélange des genres entre l'impact justement sur la vie de gens connus ou pas du tout connus? Oui, je crois que j'essaie de raconter quelque chose que l'histoire connue ne raconte pas. On ne peut pas se passer, c'est-à-dire le journalisme, l'historiographie sont indispensables pour connaître le monde. Et c'est là, ils construisent le théâtre où on voit ces personnages réels. Mais il y a toujours un côté invisible de toute cette réalité visible. Il y a un côté difficile d'apercevoir parce que ça se passe dans des endroits qui ne sont pas à portée de main, disons, qui ne sont pas accessibles au journalisme ou à l'historiographie. Et c'est là que la fiction intervient pour essayer de trouver l'endroit caché, de dire ce qu'on ne peut pas dire avec les autres moyens de raconter la vie que nous avons inventée, nous les êtres humains. Et pour moi, il s'agit toujours d'essayer de remplir un peu les vides laissés par les autres façons de raconter la vie que nous avons. Chaque fois qu'il y a un personnage ou une histoire qu'on va appeler, entre guillemets, vraie, dans un de mes romans, dans une de mes nouvelles, c'est toujours pour essayer de dire sur ce moment ce que seule la fiction peut dire. Pour moi, le plus grand péché d'un roman, d'une nouvelle, c'est de raconter au lecteur ce que le lecteur sait déjà, grâce à un bon livre d'histoire, un bon essai ou à une pièce extraordinaire de journalisme. Les romans, la nouvelle, essayent toujours de dire quelque chose de nouveau. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai toujours vu les romans de Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres, comme beaucoup plus qu'un roman. Pour moi, c'est une métaphore de ce que le roman fait, ce que l'écriture de l'imagination fait, c'est-à-dire aller dans un endroit obscur, méconnu, même pas cartographié, et revenir pour nous raconter ce qui se passe là. C'est ce que j'essaie de faire avec les fictions quand il s'agit de visiter un endroit de la réalité, de ce que nous percevons comme réalité commune. Il s'agit d'aller là, mais de revenir avec quelque chose que personne d'autre n'a pas vu.
Vous avez cité à plusieurs reprises Borges qui vous Oui. a beaucoup influencé et vous avez choisi notamment une de ses phrases pour la mettre en exergue de ce livre-ci. Et cette phrase nous dit, pose cette question, à qui de vous devrais-je mon passé? Pourquoi est-ce que le passé de la Colombie ne passe pas et continue à vous inspirer? Oui, c'est une magnifique question. Je crois que le passé de la Colombie n'est pas différent des, des autres passés collectifs que nous subissons tous. Le passé a cette mystérieuse qualité d'être accessible seulement à travers des histoires. La seule façon qu'on a de savoir ce qui s'est passé dans ce territoire énorme qu'est le passé est de raconter des histoires. Et là, on se rend compte d'un pouvoir très mystérieux du passé qui est celui de ne pas passer. Le passé, Faulkner disait The past is not dead, it's not even past. Le passé n'est pas mort, il n'est même pas passé. C'est-à-dire, le passé reste avec nous. Le présent, en quelque sorte, est une dimension du passé. Et ça m'a toujours inquiété, la façon dont les fantômes, les monstres de l'histoire, de la politique, qui agissent dans le passé de nos vies sociales, mais aussi, je crois, de nos vies privées, influencent notre existence présente. C'est ce qui se passe dans Chanson pour l'incendie, la nouvelle qui clôt la collection, où le poids du passé non seulement donne forme à la vie du personnage. C'est une femme qui essaie, dans la Colombie des années 40, de devenir journaliste dans un monde où seuls les hommes pouvaient devenir journalistes. Mais aussi le présent de cet écrivain qui essaie de trouver une vérité sur sa vie à elle dans l'exploration du passé. Je n'ai jamais compris la littérature comme un exercice d'exploration du moment présent. Pour moi, c'est toujours, en tout cas la littérature que j'essaye de faire, il y a beaucoup de livres qui explorent le présent avec beauté et talent et en nous révélant des choses nouvelles, comme l'Ulysse de Joyce, qui est l'un de mes romans préférés. C'est une sorte de chanson sur le moment présent. Mais les livres que j'essaye d'écrire sont des livres faits de mémoire. La mémoire, le fait de nous souvenir de quelque chose, la présence toujours forte de nos morts, des gens qui sont morts dans nos vies privées, encore une fois, mais aussi nos vies sociales, nos vies comme citoyens. Ça, c'est une de mes obsessions. Je crois que, dans un sens, toutes les nouvelles de ce livre sont une exploration du passé des personnages. Le passé des personnages est l'endroit où se passent des choses très inconfortables qui traversent les années pour leur changer la vie. Et il faut qu'ils comprennent pourquoi c'est comme ça. Une autre de vos obsessions, comme vous le dites, c'est la violence. La violence, évidemment, qui sévit en Colombie, mais pas que, puisque ces nouvelles se déroulent à plusieurs endroits. Elles n'évoquent pas que la violence physique, la violence des bombes, des assassinats, mais aussi la violence plus sournoise, psychologique, la violence qui n'a pas forcément de couleur ou d'odeur, si je puis dire. Pourquoi est-ce que cette violence vous habite tant et habite tellement votre écriture? Je crois que il y a dans
dans le fait de nous faire du mal ou dans la réflexion sur comment on réagit au mal qu'on nous fait, il y a toujours des questions très importantes à essayer de répondre. Pour moi, dans un sens, la question la plus importante que j'ai essayé d'explorer dans un roman qui s'appelle Le corps des ruines, c'est pourquoi mon pays a été traditionnellement incapable de sortir de ces cycles de violence. Explorer comment pourquoi cet énorme talent de la violence colombienne pour se réinventer, comment l'arbre de la violence colombienne a su pousser tellement de branches différentes. On coupe une branche et il y a une autre qui sort. Cette question tracasse tous mes livres, mais aussi l'idée de la violence intime m'a toujours préoccupé. Et la violence intime, ça veut dire la violence qu'on souffre, disons, à l'intérieur d'une vie publique, comme conséquence d'une vie publique. J'ai souvent dit que si j'ai écrit Les bruits des choses qui tombent, c'est en partie parce que j'avais trop vu les conséquences de la violence de la guerre contre les drogues dans des journaux télévisés, sur Internet, dans des reportages, etc. Mais que je n'avais pas trouvé un endroit où aller pour comprendre ce que cette violence nous avait fait à l'intérieur de nous-mêmes. Comment cette violence avait changé nos vies émotionnelles, nos vies morales, nos vies intimes, nos façons d'agir, de nous comporter dans la vie de tous les jours comme des couples, comme parents et enfants, comme des amis. La vie privée transformée par une violence qui ne se passe pas là, dans la vie privée, mais ailleurs, mais qui de toute façon nous transforme des manières très subtiles, a été toujours une de mes préoccupations. Et là, dans ce livre, j'ai essayé d'aller un pas plus loin, si vous voulez, d'essayer aussi d'explorer ce qui se passe quand c'est un autre qui souffre la violence, mais qu'on le voit. Donc, le témoin de la violence sur un autre, qu'est-ce que ça lui fait, non? Je suggère qu'il y a un effet très clair dans notre conscience, encore nos émotions, notre moralité, quand on voit la violence que souffrent les autres. C'est ce qui se passe notamment dans la nouvelle qui parle de Polanski, dont l'origine est une anecdote frivole de ma jeunesse, quand j'étais figurant d'un film de Polanski, parmi 200 autres. Ils ont décidé de couper ma scène, mais bon, à part ça, je n'ai aucune plainte. Mais l'idée, c'est ce jour-là de travailler avec quelqu'un qui, en quelque sorte, qui avait subi la violence, je le savais, comme témoin, comme participant dans cette journée. Je savais que Polanski avait subi une certaine violence. Je saurais après qu'il avait aussi causé violence aux autres. Mais là, je me suis dit, est-ce que ça se voit sur le visage de quelqu'un, la violence qu'on a subie? Et est-ce que ça change nos rapports avec les autres, avec le monde, avec notre métier? Et ce sont toutes des questions que j'ai essayé d'explorer avec cette nouvelle. Donc voilà.
Un autre thème récurrent est celui du basculement, celui qu'à Oui. tout moment, votre vie peut basculer dans un autre monde en raison de la violence, en raison d'une révélation, en raison Oui, de du l'amour, hasard, du oui. hasard, de plein de choses. Pourquoi ce thème-là aussi? Et pourquoi est-ce qu'au moment du basculement, parce que c'est toujours là que vous allez saisir vos personnages, il y a une espèce de mise à nu de toutes nos failles, de toutes nos fragilités? Il y avait dans mon livre de nouvelles de langue anglaise préféré, Dublinois, de Joyce, il y a toujours l'exploration de ces moments où on comprend finalement qui on est. Il appelait ça les épiphanies. Il avait fait son école dans une école catholique en Irlande, et donc les termes du catholicisme étaient très près de lui. Et il avait baptisé ça l'épiphanie, le moment qu'on peut capturer dans une nouvelle où il y a une sorte de révélation dans laquelle on comprend quelque chose d'essentiel. Il s'agit souvent de moments, encore pour la nouvelle comme genre, des moments très petits qui seraient invisibles ou impossibles de capturer, de fixer, de regarder sans la nouvelle telle qu'on la comprend après Tchekhov, disons. Ou après quelques nouvelles, pas toutes, de Maupassant, de Melville. C'est un art, la nouvelle qu'on va appeler réaliste, c'est l'art de, après ce genre-là, après Tchekhov notamment, l'art de capturer ce moment justement dont vous venez de parler, qu'on ne peut pas capturer avec un roman. Et c'est ça la raison pour laquelle, dans ce livre, par exemple, il y a des histoires qui pourraient très bien être des romans. Mais j'ai choisi d'écrire des nouvelles parce que c'est avec la nouvelle qu'on peut comprendre ce qui se passe dans ce moment-là que vous venez de décrire. Ce moment de transformation, non? Où la vie de quelqu'un change pour toujours. Il y a une nouvelle qui s'appelle Les Grenouilles, dans laquelle ça se passe en 2 heures, peut-être 3 heures de conversation dans une réunion de vétérans de la guerre de Corée. Il y a un homme qui est allé à la guerre de Corée 50 ans avant, et pendant une conversation, il se rend compte qu'il y a une femme autour de lui, dans la même conversation, qui sait quelque chose de lui que personne d'autre ne sait. Et lui, il sait quelque chose de cette femme que personne ne sait, y compris son mari qui est là. Bon, ce moment, ça n'a même pas une apparition physique dans le monde physique. C'est que dans la tête, les émotions des personnages. Mais ça va leur changer la vie. Et voilà, il est question, pour le nouvelliste, il est question de capturer, de trouver les moyens techniques, non, pour essayer de capturer cette émotion au juste. On va capturer, comme vous dites, un autre moment du livre, si vous le voulez bien, avec un extrait, un nouvel extrait que vous allez nous lire. Très bien, qui est une sorte presque de poétique du livre. C'est le tout début de la toute première nouvelle. Siempre he querido escribir la historia que me contó la fotógrafa, pero no hubiera podido hacerlo sin su permiso o su connivencia. Las historias de los otros son territorio inviolable, o así me ha parecido siempre, porque muy a menudo hay en ellas algo que define o informa una vida. Y robarlas para escribirlas es mucho peor que revelar un secreto. Ahora, por razones que no importan, ella me ha permitido esa usurpación y solo ha pedido a cambio que yo cuente la historia tal como ella me la contó esa noche,
sin retoques, sin adornos, sin fuegos artificiales, pero también sin artificiales sordinas. Comience donde comienzo yo, me dijo. Comience con mi llegada al hato cuando la vi a ella. Y eso me dispongo a hacer aquí. Y lo haré con plena conciencia de que soy la forma que ella ha encontrado de ver su historia contada por otro y así entender, o tratar de entender, algo que se le ha escapado siempre. La fotógrafa tenía un nombre largo y largos eran sus apellidos, pero todos le decían J. Se había convertido con los años en una suerte de leyenda, una de esas personas de las que se saben cosas, que siempre vestía de negro, que no se tomaría un aguardiente ni para salvar la vida. Se sabía que hablaba sin prisas con la gente antes de sacar la cámara del morral, y más de una vez los periodistas escribieron sus crónicas con el material de lo que ella recordaba, no con lo que ellos habían logrado averiguar. Se sabía que los otros fotógrafos la seguían o la espiaban, creyendo que no se daba cuenta, y solían pararse detrás de ella en el intento vano de ver lo que ella veía. Había fotografiado la violencia con más asiduidad y también con más empatía que ningún otro reportero gráfico, y suyas eran las imágenes más desgarradoras de nuestra guerra. La de la iglesia destrozada por un cilindro de gas de la guerrilla, entre cuyos escombros sin techo llora una anciana. La del brazo de una joven con las iniciales marcadas a cuchillo y ya cicatrizadas del grupo paramilitar que había asesinado a su hijo en su presencia. Ahora las cosas eran distintas en ciertas zonas afortunadas. La violencia estaba en retirada y la gente volvía a conocer algo parecido a la tranquilidad. A J le gustaba visitar esos lugares cuando podía, para descansar, para huir de su rutina o simplemente para ser testigo de primera mano de aquellas transformaciones que en otros tiempos habrían parecido ilusorias. Merci. En français, ça donne « J'ai toujours voulu écrire l'histoire que la photographe m'a racontée, mais je n'aurais pas pu le faire sans son accord ou sa connivence. Les histoires d'autrui sont un territoire inviolable. C'est du moins ce qu'il m'a toujours semblé, car elles contiennent très souvent quelque chose qui définit ou documente une vie, et les voler pour les coucher sur le papier est bien pire que révéler un secret. Aujourd'hui, pour des raisons qui n'ont guère d'importance, elle m'a autorisé cette usurpation, en échange de quoi elle m'a simplement demandé de relater l'histoire telle qu'elle me l'a racontée un soir, sans retouche, sans ornement, sans feu d'artifice, mais sans sourdine artificielle non plus. Commencez par là où je commence, m'a-t-elle dit, par mon arrivée au ranch, au moment où j'ai vu cette femme. Et c'est ce que je m'apprête à faire, pleinement conscient que je suis le moyen qu'elle a trouvé pour que son récit soit rapporté par un autre et qu'elle comprenne ainsi, ou tâche de comprendre, ce qui lui a toujours échappé. La photographe avait un long prénom et de longs patronymes, mais tout le monde l'appelait J. Au fil des années, elle était devenue une sorte de légende, une de ces personnes sur qui on sait des choses, qu'elle s'habillait toujours en noir, que jamais elle ne boirait d'aguardiente, pardon l'accent, pas même aux dépens de sa vie. On savait qu'elle discutait sans précipitation avec les gens avant de sortir son appareil photo de son sac et que plus d'une fois, les journalistes avaient écrit leurs articles à partir de ses souvenirs et non de ce qu'ils avaient pu vérifier. On savait que les autres photographes la suivaient ou l'épiaient en pensant qu'elle ne s'en apercevait pas et qu'ils s'arrêtaient derrière elle dans la vaine tentative de voir ce qu'elle voyait. Elle avait photographié la violence avec plus d'assiduité et aussi plus d'empathie que n'importe quel autre reporter et avait réalisé les clichés les plus poignants de notre guerre. L'église détruite par une bouteille de gaz de la guérilla où pleure une vieille dame au milieu des décombres sans toit. Le bras d'une jeune femme portant les initiales tracées au couteau et déjà cicatrisé du groupe paramilitaire qui a assassiné son fils en sa présence. Désormais, dans certaines zones chanceuses, la situation était différente. La violence battait en retraite et les gens vivaient de nouveau dans un état proche de la tranquillité. Quand elle en avait la possibilité, J aimait se rendre dans ces endroits pour se reposer, fuir la routine ou simplement être un témoin de première main de ces transformations qui, en d'autres temps, auraient semblé illusoires.
Vous écrivez également que chaque enfer inclut une genèse intime, parce que là, c'est vrai que ce passage relate plutôt les thèmes qu'on a abordés jusqu'ici. Justement, l'intime qui est tellement important. Est-ce que vous diriez qu'à travers ce livre, vous interrogez un petit peu, comme dans les questions, les romans du 19e siècle, cette question aussi du choix? Est-ce que vraiment on a le choix de nos vies, de nos destins entre les mains? Oui, c'est une grande question qui traverse le livre. Je crois que les nouvelles sont construites souvent, les nouvelles de ce livre, je veux dire, comme des enquêtes. Des enquêtes menées par quelqu'un au moment où il ou elle connaît quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui évidemment garde un secret. Et ce secret, c'est souvent les moments où on a fait un choix difficile ou pas, heureux ou malheureux, mais un choix qui a changé la vie de la personne qu'on rencontre. Dans cette nouvelle, la première du livre, c'est une photographe qui rencontre une femme qu'elle a rencontrée en fait 20 ans auparavant. Et ce retour au passé l'a fait penser à tout ce qu'elle a vu sur le visage d'un homme qui était en contact avec cette femme et qui lui a révélé une sorte de vérité cachée entre eux, entre l'homme et la femme. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec une révélation sur la vie des autres? Pour moi, ça, c'est un des raisonnements qui ont donné forme à mon idée de la nouvelle, parce qu'il y a toujours l'idée de la vie des autres comme terrain de mystère, de secret. Encore La Dame au petit chien, qui est une de mes nouvelles préférées. Dans La Dame au petit chien, il y a un moment extraordinaire où le narrateur, qui a un secret à lui, qui a une vie secrète, c'est pas lui le narrateur, mais la voix du narrateur nous dit sur lui qu'il ne voulait pas parler de sa vie secrète, même à ses amis les plus proches, parce qu'il avait compris, ou il avait découvert, que la vie secrète des hommes est ce qu'il y a de plus précieux. Il y a, dans la littérature du 19e en particulier, il y a une énorme préoccupation pour le secret, pour la vie cachée des gens. Sans la notion de secret, il n'y a pas de Stendhal, il n'y a pas de Flaubert, n'est-ce pas? Il n'y a pas de Tolstoï. Et pour moi, ce qu'il y a dans ce territoire secret que les gens essayent de cacher et qui donne la curiosité à la nouvelle comme démarche, ce qu'il y a là, c'est le moment d'un choix. Et essayer de savoir pourquoi les autres ont choisi comme ça, par exemple dans les mauvaises nouvelles. Il y a toujours le mystère de ces personnages que le narrateur vient de rencontrer, qui lui raconte toute une histoire sur lui, sur son passé, sur son meilleur ami, sur une femme qu'il a rencontrée. Et le narrateur se demande tout le temps, pourquoi est-il en train de me raconter cela? Je crois que toutes les possibilités qu'on a pour gérer un choix dans notre vie, ça fait partie du territoire que la nouvelle essaye d'illuminer, que la nouvelle de cette tradition encore. Et ça appartient à l'idée de la vie des autres comme mystère, comme terrain obscur,
où la vérité n'est jamais complètement visible. Comment est-ce qu'on fait pour la visiter, pour savoir ce qui se passe là, dans les coins obscurs de la vie des autres? On lit des nouvelles, on lit des romans. Vous-même, vous avez fait le choix, que ce soit à travers ces nouvelles ou vos propres vies, d'aller d'un lieu à un autre, de vivre à plusieurs endroits et néanmoins de retourner à vos racines en Colombie aujourd'hui. Il y a aussi ce thème justement qui est peut-être né de ces différents lieux, de se sentir toujours étranger, de se sentir aliéné même au sein de sa propre vie. Est-ce que vous diriez dès lors que pour vous, le choix de l'écriture est aussi le choix d'une maison intérieure? C'est beau de le penser comme ça, mais je ne suis pas sûr. Je crois au contraire que j'ai besoin de ce sentiment d'étrangeté. Je crois que si j'étais capable d'écrire sur la Colombie, c'était à partir du moment où j'ai compris que ce sentiment d'étrangeté, de n'être pas tout à fait à l'aise dans mon pays, rendait mon pays intéressant pour moi. C'est-à-dire, on dit souvent que les écrivains écrivent sur leur pays, disons, le Paris de Proust ou le Dublin de Joyce ou le Saint-Pétersbourg de Dostoïevski ou le Lima de Vargas Llosa, parce que ce sont les endroits qu'ils connaissent et qu'ils comprennent. Moi, je ne crois pas du tout ça. Je crois que la vraie raison, c'est parce que c'est des endroits qu'on croyait connaître, qu'on croyait comprendre, mais qui se révèlent mystérieux, où les monstres et les fantômes sortent de n'importe quel coin pour démentir la notion qu'on comprend. C'est à partir de là que la littérature est possible. La littérature naît du sentiment de la surprise. Et c'est aussi comme ça pour moi, dans ma relation avec mon pays. Dernière question, vous écrivez que le monde devient fou, c'est peut-être encore plus vrai aujourd'hui. Je le dis là, je dis que le monde devient fou. Vous l'avez écrit, il y a cette phrase. Je suis d'accord avec moi. Vous êtes d'accord avec vous-même? Oui, c'est très important. C'est peut-être d'autant plus vrai encore aujourd'hui avec tous les événements du Covid et autres qui nous traversent. Néanmoins, est-ce qu'il y a encore de la place pour l'amour et pour les vraies relations dans un monde devenu fou, qu'il soit là-bas, ici ou ailleurs? Non, oui, j'en suis convaincu, oui. Il y a toujours place pour l'homme, n'est-ce pas? Cette belle invention de la Renaissance, Harold Bloom, le critique de Yale, a écrit tout un livre sur Shakespeare qu'il appelait l'invention de l'humain. Je crois que cette invention est toujours valable. On est là, on se bat contre plusieurs ennemis, toujours nouveaux. Le Covid n'est pas tout à fait nouveau, malgré ce qu'on peut penser. D'ailleurs, la meilleure façon de comprendre notre monde présent avec la Covid, c'est de lire le journal de l'année de la peste de Daniel Defoe, ou même le Decameron de Boccaccio, ou même Camus avec la peste. Donc, c'est pas tout à fait nouveau. Mais c'est vrai qu'on a par contre, on a des nouveaux défis, comme les conséquences imprévues des réseaux sociaux pour notre notion de la réalité. Pour la première fois dans l'histoire, on est confronté, les êtres humains, à l'idée de ne pas partager la même réalité, de la disparition, disons, de la réalité commune, comme conséquence du fonctionnement des réseaux sociaux. Non? Et là, il y a des nouveaux défis. Est-ce que j'ai de l'espoir? Oui. Oui, je crois que l'amour sera toujours là. Mais je crois aussi que nous entrons dans un territoire que nous n'avons jamais visité. Là, c'est vrai et c'est angoissant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas. Mais parce que je suis écrivain, je dirais raconter des histoires. Il y a toujours dans les histoires
une façon de nous explorer, de nous comprendre, de comprendre l'autre, d'aller vers l'autre, dans un exercice de générosité, de curiosité, qui sont le moteur je crois, d'une société vivante. On va voir si je suis trop optimiste. Merci beaucoup en tout cas, Juan Gabriel Vázquez, pour cette générosité que vous évoquez, qui est aussi la vôtre et qu'on retrouve dans Chansons pour l'incendie aux éditions du Seuil. Muchas gracias et portez-vous bien. Bonne soirée à vous. Au revoir.